Et bien dans le débat consacré à l'attentat qui a tué un touriste germano-philippin et blessé 2 personnes à Paris, dans le quartier de la Tour Eiffel, samedi soir. L'assaillant, un islamiste franco-iranien fiché S, avait déjà purgé une peine de prison pour un projet terroriste. Après 4 ans de détention, l'homme de 26 ans avait témoigné d'un rejet de l'idéologie djihadiste. L'assaillant a pourtant fait allégeance au groupe État islamique avant son passage à l'acte. Placé en garde à vue, il assume et revendique totalement son geste. Tout laisse à penser qu'il a agi seul, selon une source proche de l'enquête. L'enquête pour assassinat et tentative en relation avec une entreprise terroriste a été transmise à la police judiciaire de Paris et à la direction générale de sécurité intérieure. 3 autres personnes, dont ses parents, sont placées en garde à vue. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, évoque quant à lui un ratage psychiatrique concernant l'assaillant. Alors on va revenir bien sûr sur cet attentat et sur notamment le profil de l'assaillant. Son acte était-il prévisible? Quel est le niveau de la menace terroriste en France et plus largement en Europe? Quel impact politique sur les élections européennes? On reviendra aussi sur le dispositif de sécurité des JO à moins de 8 mois de l'événement. Avec mes invités, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Éric Bothorel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Renaissance des Côtes-d'Armor. Bienvenue dans le débat. En face de vous, Yannick Halimi. Bonsoir Yannick, bonsoir. Journaliste politique. Bienvenue également. Wassim Nasr est avec nous. Bonsoir Wassim, journaliste à France 24, spécialiste du terrorisme. Nous avons également par Skype de Berlin en direct Yann Saint-Pierre, consultant en contre-terrorisme, également PDG de Mosecon, Modern Security Consulting Group. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ça s'est donc passé samedi vers 21h30 dans le quartier de la Tour Eiffel à Paris. Armand Rajapour Miyandoab tue à coups de couteau un touriste germano-philippin de 23 ans et dans sa fuite agresse 2 autres personnes avec un marteau. On va revenir en images sur son profil et sur les dernières évolutions de l'enquête avec Thomas Cuny. Près de 48 heures après son attaque au couteau, le profil d'Armand Rajapour Miyandoab et de ses proches se précise. L'homme de 26 ans, fiché S, était surveillé par les services de renseignement depuis plusieurs années. C'est à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine, qu'il passait le plus de temps, au domicile de ses parents, ici dans cet immeuble. Le voisinage connaissait bien la famille. Il était barbu, il était habillé comme un islamiste, etc., etc. Évidemment, ça m'a étonné. Une famille qui n'a pas d'histoire, qui était toujours gentille. On dit c'est des gens adorables. Et ça, moi, je pleure pour la maman. Pourquoi je pleure pour la maman? La maman ne mérite pas ça. La mère de l'assaillant était d'ailleurs inquiète ces dernières semaines du comportement de son fils, déjà condamné pour un projet d'attentat. Elle avait fait un signalement aux autorités. Fin octobre 2023, la mère de l'agresseur avait signalé son inquiétude quant au comportement de son fils qui se repliait sur lui-même. Toutefois, aucun élément n'avait permis de susciter de nouvelles poursuites pénales dans ces circonstances. Le ministre de l'Intérieur pointe, lui, une faille dans le suivi médical de l'assaillant. Armand Rajapour Miyandoab se serait radicalisé sur Internet où il a échangé avec plusieurs terroristes. Depuis plusieurs années, il prenait un traitement médicamenteux, mais en 2022, il a décidé d'arrêter de se soigner. Il y a manifestement eu un ratage, non pas dans le suivi des services de renseignement, mais il y a eu un ratage manifestement psychiatrique, puisque les médecins, à plusieurs reprises, ont considéré qu'il allait mieux, qu'il était plus normal et qu'il pouvait vivre, si j'ose dire, librement. L'assaillant est toujours en garde à vue, tout comme ses parents et une amie à lui. Ah oui, il est... Je vous propose d'écouter Jean-François Ricard, le procureur de la République antiterroriste. Les premières investigations ont permis de mettre en évidence que l'auteur des faits avait enregistré une vidéo avant de passer à l'acte. Dans ce film, s'exprimant en langue arabe, il se présentait comme étant Abu Talha al-Khorasani, ce qui constitue une référence à l'organisation terroriste État islamique agissant actuellement à partir de l'Afghanistan. Lors de cette vidéo, il prêtait allégeance à l'État islamique. Il apportait son soutien aux djihadistes agissant dans différentes zones, notamment en Afrique, en Irak, en Syrie, au Sinaï, au Yémen, au Khorasan ou encore au Pakistan. Wassim, pour bien cadrer le débat, le profil de l'assaillant, le déroulement de l'attaque, est-ce du déjà-vu ou est-ce que c'est nouveau? Le monde opératoire, c'est du déjà-vu.
Évidemment, on a vu ça à plusieurs reprises, que ce soit en France ou ailleurs. Mais ce qui est nouveau, c'est que c'est le premier récidive en France. Ça, c'est clair. C'est la première fois qu'il y a un récidive de ce type, donc d'un condamné pour affiliation ou pour préparation d'un attentat pour le compte de l'État islamique et qui sort de prison et qui commet un attentat. Premier cas en France, deuxième cas en Europe. Parce que ça rappelle l'attentat de Vienne, donc en novembre 2020, où c'était le même cas de figure. Donc une personne d'origine albanaise, autrichien, qui a voulu rejoindre la Syrie, qui n'a pas pu. Il a été arrêté, emprisonné, passé par la moulinette de la déradicalisation, entre guillemets. Il a déjoué la vigilance des autorités, il est sorti, il a commis l'attentat de Vienne, donc attaqué une synagogue et tué des passants dans la rue. Donc on est un peu dans le même cas de figure. Première fois en France, deuxième fois en Europe. Mais pour le mode opératoire en soi, donc usage d'une arme blanche, pas du tout, parce qu'ils savent très bien, donc les djihadistes, que user d'une arme blanche, évidemment, ça fait moins de dégâts, mais c'est ce qui est le plus susceptible de passer sous les radars, surtout avec les lois françaises depuis 2017, etc. Ne serait-ce que la tentative d'acheter une arme ou exprimer le souhait d'acheter une arme peut être passible d'être jugé et avoir du ferme derrière. Donc le mode opératoire n'est pas nouveau. La nouveauté est dans le récidive, ce qui évidemment va susciter un débat politique au niveau de la France. Qu'il a déjà suscité Éric Bothorel, Gérald Darmanin, pour parler des politiques justement. Le ministre de l'Intérieur, lui, il évoque un ratage du suivi psychologique de l'assaillant. On vient de l'écouter. Est-ce que c'est ça le problème ? Honnêtement, je ne sais pas si c'est ça le problème et je ne sais pas si l'enquête qui va permettre de cerner un peu mieux la façon dont, avec fulgurance, finalement, il est passé à l'acte, parce qu'on entend beaucoup de choses depuis plusieurs heures sur différents plateaux. Son processus, entre guillemets, de radicalisation, qui n'est pas un terme que j'utilise beaucoup. La façon dont il s'est radicalisé, le fait qu'il n'ait pas été sur zone. Bref, il a un profil... Et le fait qu'il ait dit qu'il s'était déradicalisé à un moment donné, qu'il ne croyait plus en l'idéologie. Comme le tueur de Vienne, pareil. Comme le tueur de Vienne. Donc, oui, et cette façon... Il était repenti à un moment donné. Oui, et cette façon que certains apportent du crédit, ou pas d'ailleurs, à se repentir, puisqu'on entend aussi beaucoup utiliser le terme de taquilla. Est-ce qu'il aurait préparé pendant 2 ans ou 3 ans ou plusieurs mois l'attaque d'hier? Personnellement, je n'y crois pas, mais personnellement, ça ne compte pas beaucoup. Donc vous ne pensez pas que ce soit prémédité et réfléchi à ce point? J'ai du mal à imaginer que pendant de longs mois, il va planifier qu'il ira à la Tour Eiffel armé d'un couteau pour commettre un attentat. Mais je crois plutôt à un phénomène qui se sera déroulé dans les derniers jours, les dernières semaines, d'un processus qui a été long et qu'il ne l'a jamais totalement, qu'il l'a jamais totalement abandonné. Donc ça n'était pas un vrai repenti? Non, mais est-ce qu'il se mentait à lui-même? Est-ce qu'il mentait aux autres? Voilà, franchement, ce sera le travail des psychiatres. Moi, je ne le suis pas. J'ai beaucoup d'admiration pour celles et ceux qui tirent des enseignements définitifs sur la base de quelqu'un qu'ils n'ont pas rencontré et sur la base d'échanges qu'ils n'ont jamais eu avec la personne. Donc, en vérité, ça va être le travail là, des enquêteurs d'établir à quel point il aura dissimulé les choses ou pas. Est-ce qu'il se sera lui-même dissimulé les choses? Comme le disait Hugo Micheron ce matin sur une radio française, vous savez, la complexité des choses, c'est qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait à la fois des failles psychiatriques et qu'en même temps, parce que le logiciel du djihad islamique, il est de toute façon totalement éloigné de nos codes, on va considérer que ces gens-là sont fous parce qu'ils pensent différemment de nous. La chose est beaucoup plus complexe que ça. Yannick, peut-être plus complexe, mais enfin d'un point de vue politique, effectivement, Gérald Darmanin a tout de suite parlé de ce ratage dans le suivi psychologique. Donc pourquoi est-ce qu'il évoque cela? Le ministre de l'Intérieur, il a d'ailleurs dit que les préfets devraient pouvoir administrer des soins, qu'il faudrait une injonction aux soins. Donc en fait, lui, vraiment, il privilégie cette piste. Il privilégie cette piste, mais certainement un peu rapidement, mais il privilégie cette piste, puisque votre question porte sur le plan politique, parce qu'il est ministre de l'Intérieur, et qu'une fois de plus, c'est pas la première fois, il couvre, entre guillemets, si tant est que ces troupes aient besoin d'être couvertes. Parce que... Mais en tout cas, il nie toute responsabilité aux forces de police, aux forces antiterroristes, aux forces de renseignement. Et c'est pour ça que depuis un peu plus de 24 heures maintenant, nous parlons et nous nous interrogeons sur l'état psychiatrique du coupable présumé. Pour le moment, c'est très compliqué, vous savez, d'établir une défaillance
défaillance et une faille psychiatrique de la part d'une personne, quelle qu'elle soit. La médecine et surtout pas la psychiatrie sont pas des sciences précises. Une chose est sûre, c'est que l'islamisme radical est une idéologie avant d'être une maladie. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, on voit, d'après les échos, en tout cas les rapports qu'on a sur les déclarations, encore une fois, de ce coupable présumé pendant sa garde à vue, que les propos qu'il tient, il les assume, que ce sont des discours totalement structurés. Donc je ne sais pas s'il y a une faute et une défaillance des services psychiatriques. C'est très compliqué à établir. Mais je ne dis pas non plus, attention, je ne dis pas non plus qu'il y a une défaillance des services de police dans leur globalité. Et c'est là, d'ailleurs, où on touche à toute la difficulté de la lutte antiterroriste. Et c'est pour cette raison que, malgré cette menace qui plane maintenant de façon très forte depuis près de 10 ans en France, on n'arrive pas à éviter, malheureusement, ce type d'acte qui est arrivé, il est survenu hier. C'est très compliqué, notamment pour une démocratie comme la nôtre, d'établir un zéro risque, une sécurité absolue, surtout dans ce domaine-là. Après, il y a un détail important, si je peux me permettre, c'est qu'avant d'être incarcéré, il n'était pas diagnostiqué comme un cas psychiatrique. Donc le suivi psychiatrique a eu lieu en prison après son incarcération. C'est un détail très important parce que dans ce cas, dans ce genre d'incarcération, il y a un suivi psychologique de fait pendant et après la sortie. Mais ensuite, il avait un traitement qu'il devait prendre et puis il a interrompu ce traitement. Oui, mais après, il est rentré dans la mouvance djihadiste bien avant. Ses premiers contacts avec la mouvance djihadiste, c'est Foussane Lazza, il avait 15 ans quand même. Et puis là, les gens avec qui il était en contact, il était très jeune quand il était en contact avec eux. Sa velléité de départ pour la Syrie, il était aussi très jeune. Son projet d'attentat en 2016, il était aussi très jeune. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que l'un n'exclut pas l'autre et que se focaliser sur le profil psychiatrique et sur le traitement psychiatrique qu'il a eu en prison, ce qui n'est pas du tout exceptionnel en soi. Même pour les crimes de droit commun. Après, n'est-ce pas, Wassim, après la Oui, mais il ne faut pas oublier aussi que l'injonction à être suivi, elle s'est arrêtée en avril 2023, si je ne me trompe pas. Donc, on a estimé que ça y est. Mais d'où l'erreur qu'on fait souvent, ou qu'on a fait, en tout cas, maintenant les choses évoluent, de diagnostiquer le djihadisme comme une maladie, en fait. Et pas comme un projet politique. Donc du moment où on a pensé que ça y est, il est guéri, ça veut dire qu'il a abandonné toute vérité politique djihadiste. Donc le djihadisme, il n'y a pas de déradicalisation, il y a un désengagement de la violence. Personne ne peut changer les idées de quelqu'un, mais on peut du moins, si on est en incapacité de lui faire changer ses idées, le désengager. On va y revenir justement sur cette idée de repenti ou pas. Avant cela, Yann Saint-Pierre, vous qui êtes à Berlin, on sait, d'abord la victime était allemande, l'une des victimes, et enfin la victime, celle qui en fait a été tuée lors de cette attaque. On sait que ça a vraiment provoqué un émoi très important en Allemagne. Olaf Scholz et la chef de la diplomatie allemande ont réagi. Le contexte en Allemagne, quel est-il ? C'est un contexte qui est malheureusement très tendu, particulièrement depuis le 7 octobre. L'Allemagne a affiché son soutien sans équivoque à Israël. Du coup, il y a effectivement de fortes tensions avec la communauté musulmane en Allemagne. On a vu plusieurs démonstrations où il y a eu des fortes démonstrations d'antisémitisme, des gens qui sont ouvertement affichés avec certaines organisations très radicales. Et du coup, l'Allemagne, effectivement, la question d'un possible attentat est très présente à chaque jour. D'ailleurs, à la fin octobre et tout récemment, la semaine dernière, mercredi, jeudi dernier, il y a eu des plans pour une possible attaque sur les marchés de Noël, sur des cibles comme des synagogues ou des cibles publiques très, très privilégiées qui ont été déjouées. Donc, on parle d'un contexte qui est quand même relativement tendu pour les forces de l'ordre et surtout dans un contexte où on a non seulement affaire avec la menace islamiste, mais aussi des menaces de l'extrême droite, d'autres facteurs qui font en sorte que la gestion de la menace extrémiste en général est très problématique, surtout à la période des fins de l'année. Dans à peine un mois ou dans 2 semaines, en fait, ce sera l'anniversaire, le 7e anniversaire de l'attentat de Berlin sur le marché de Noël. Donc, c'est quelque chose qui, à cette période-ci de l'année, est à la base déjà très présente. Éric Bothorel, le conflit au Proche-Orient, en fait, accentue cette inquiétude globale,
cette tension dont parle justement Yann Saint-Pierre, en France aussi? Incontestablement, il participe dans le monde informationnel d'une musique supplémentaire qui est propice à vouloir avoir de l'engagement, puisque pour le coup, même si le sort des Palestiniens n'est pas dans le registre habituel des préoccupations premières des franchises de type Al-Qaïda ou Daesh, bien évidemment, les bombardements, les photos des enfants, tout ça convoque celles et ceux qui veulent être sensibles à cela. Et on voit une musique d'ailleurs, je regarde ce qui se passe sur la toile, parfois vous avez des éléments qui viennent du Maroc, du Sénégal, sur le boycott des marques françaises, donc vous avez la volonté de détériorer aussi l'image de la France. Et puis bien évidemment, ces images extrêmement violentes, elles en rappellent d'autres, notamment de bombardements de civils en Syrie. Et ça, c'est censé réveiller chez une partie de la communauté qui est sensible au sort de la communauté musulmane ou de la Oumma, la volonté de pouvoir se révolter contre cela et éventuellement de passer à l'acte. Si vous voulez, la musique ou la doctrine ou le registre sur lequel d'habitude Al-Qaïda ou Daesh s'exprimaient au travers de leurs revues qui n'existent plus. Et ça donne aussi, ça dit de la difficulté que l'on soit psychiatre ou fonctionnaire de police aujourd'hui de traiter des cibles qui sont des cibles qui se sont adaptées à un environnement qui rend plus complexe le fait de faire du prosélytisme ou de l'apologie du terrorisme, eh bien, ce conflit israélo-palestinien, il participe incontestablement à réveiller, susciter en tout cas un éveil actif de la part de ceux qui sont sensibles à cette cause musulmane. Je mets ça entre guillemets parce que, bien évidemment, que quand on est un combattant de Daesh, on s'en fout des musulmans. Et d'ailleurs, en général, les premiers qui sont zigouillés, c'est les musulmans. Wassim Nasr, il y a vraiment ce rôle des réseaux sociaux, hein, il faut y revenir aussi. Hein. Évidemment que ça crée ça réveille des choses. Et d'ailleurs, lui-même, il a dit, dans sa revendication orale, on n'oublie pas. On n'oublie pas, nous, les sympathisants de l'État islamique. On n'oublie pas quoi? La guerre en Syrie, l'Irak, etc. Et il a cité toutes ces zones-là. Donc, il est très clair idéologiquement, d'ailleurs, comme le tueur d'Arras, qui, lui, on a trouvé sur lui des éléments aussi qui justifiaient son acte dans ce cadre-là. Donc, venger les musulmans, entre guillemets, mais pas forcément la cause palestinienne. Elle rentre comme une cause parmi tant d'autres. Hein. D'ailleurs, les appels de l'État islamique n'étaient pas du tout pour soutenir le Hamas contre Israël, mais de remettre en tout cas ce qui se passe à Gaza dans le registre régional. Et d'ailleurs, lui-même, dans un de ses partages sur les réseaux sociaux, il a publié une vidéo très critique du Hamas, en l'accusant d'être très proche de l'Iran, parce que l'État islamique considère que le Hamas, ce sont des apostats, des mécréants, etc. Des juifs du djihad. Exact, des juifs du djihad, comme ils disent, entre guillemets. Ouais. Donc, évidemment, quand il y a un conflit comme ça, exacerbé, ça réveille des choses, mais ce n'est pas à mettre dans le registre stricto sensu de ce qui se passe entre Israël et le Hamas à Gaza. Oui, parce que justement, il faudrait revenir un petit peu, vous en parliez, vous l'évoquiez, hein, ces liens avec bien tout un ensemble de djihadistes, de terroristes, hein, puisqu'il a été en relation avec l'auteur de l'attentat de Magnanville, il a été en relation avec l'assassin de Samuel Paty, et d'un certain nombre d'assassins. Avec celui du prêtre aussi de Saint-Étienne de Rouvray. Donc ça, c'était sur Internet, c'était sur les réseaux sociaux, en fait, qu'il était en relation avec eux, Wassim. Oui, c'est ça, c'est des prises de contact sur les réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que, par exemple... Mais du coup, sur l'idéologie, enfin, elle était assez claire. Elle est cohérente, en tout cas, de ce que je sais, de ce que j'ai vu, de ce qu'il a dit. Son idéologie est cohérente. Ce qu'il dit est cohérent. Et d'ailleurs, par rapport, par exemple, à l'assassinat de Samuel Paty, il était en contact avec Anzorov, donc son assassin, sauf que de lui-même, avec son accompagnateur, je ne sais pas comment on dit... Son référent judiciaire, ont été d'eux-mêmes au commissariat pour dire qu'il était en contact avec lui et qu'il dénonçait ce qu'il faisait, qu'il n'était pas d'accord avec les agissements d'Anzorov. Donc ça aussi, ça à prendre en considération, parce que je pense que lui-même savait qu'il était encore en suivi, et qu'il devait montrer patte blanche à cause de cette prise de contact. Donc en fait, il était suffisamment... On l'accuse à la fois d'être un psychotique, mais en même temps, il était quand même suffisamment, je dirais, clairvoyant pour avoir une sorte de stratégie de convaincre qu'il n'était plus djihadiste. Enfin, peut-être qu'il en était convaincu lui-même, comme l'a dit Eric à un certain moment. La matière humaine, c'est complexe. Ça peut avoir des hauts et des bas. En tout cas, pour répondre à votre question, le fait qu'il ait été suivi. Il ait été suivi à la sortie de prison. Il est suivi par les services médicaux et également par les services judiciaires et de renseignement. Il a été suivi et par les services.
et par les services aussi administratifs avec le préfet, puisqu'il était pendant très longtemps, pendant plusieurs mois après sa sortie de prison, dans le cadre des MICAS, vous savez, les mesures individuelles de suivi. Donc il a été sous les radars de l'ensemble des services de contrôle. Et c'est vrai qu'à un moment, il est allé lui-même, il y a quelques mois, auprès des services de police qui constituaient son contrôle, puisqu'encore une fois, il était contrôlé, pour expliquer la raison pour laquelle il restait connecté à certains sites. Mais que disait-il alors ? Il disait que c'était non pas pour faire du prosélytisme ou pour encore s'auto-suggérer dans cette idéologie meurtrière, mais c'était pour essayer de convaincre autrui du mal fondé, j'allais dire, de leur idéologie. C'est pour cette raison que les services de renseignement, qui l'avaient encore une fois auditionné il y a quelques mois, l'ont laissé partir. Est-ce que donc il y a bien une tactique de dissimulation là. C'est des techniques de dissimulation. Je terminerai là, mais la question qui se pose et qui va se poser, c'est que avant un passage à l'acte, encore une fois, c'était après avoir purgé sa peine. Tant qu'il n'y a pas de passage, même si c'est une récidive potentielle, tant qu'il n'y a pas de passage ou de repassage à l'acte, c'est très compliqué pour les forces de police d'arrêter et pour les forces judiciaires encore plus de juger et de condamner. Si je prends son compte Twitter qui a été suspendu depuis et sur lequel il publie la vidéo à 21h02 et qu'on regarde les interactions qu'il avait avec les gens qui le suivaient ou les gens qui étaient là pour le suivre, il y en avait très peu. Et si on prend les dernières communications, il n'y a rien qui envoie un signal qu'il est en train de durcir son propos, etc. Il retweet même des communications gouvernementales. Il a parmi les gens qui le suivent des journalistes, donc, on des ne pouvait médias, pas etc. l'éviter. Et donc il n'a pas un discours. C'est plus le temps de 2014-2015 où les mecs s'envoyaient regardez comme c'est génial de cramer des gens en cage ou de décapiter des têtes. En même temps, Wassim dit qu'il était cohérent dans son discours. Cohérent par rapport à ce qu'on connaît maintenant. Attendez, il est sur la droite ligne de l'État islamique, mais d'après ce qu'on connaît aujourd'hui, pas dans ses prononciations publiques. De ce qu'on connaît de son historique et de son incarcération, et de l'acte qu'il a commis, et de la manière avec laquelle il l'a revendiqué. Mais entre deux, il n'avait pas, que je sache, d'expression publique qui laissait entendre qu'il allait passer à l'acte. Et même, je pense que, juste dernier truc, dans la vidéo qu'il a publiée, ça a été très peu dit, il y a une phrase en arabe où il dit « Il ne faut pas mourir sans une allégeance ». Donc c'est une allégeance pour le calife de l'État islamique. Et donc il espérait mourir. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'il avait un gilet explosif, et en espérant que les policiers allaient lui tirer dessus. Sauf que ça s'est passé autrement. Donc la seule expression de velléité, de violence ou djihadiste réelle, c'était à 21h02, au moment où il commettait les faits. D'où la complexité de la situation, encore une fois, dans laquelle pourrait se retrouver l'Allemagne, puisque la menace augmente, d'après votre correspondant, et où peut se retrouver la France, notamment à quelques mois des Jeux Olympiques. On en parlait, on va en parler peut-être, où la France risque d'être tout de même, malheureusement, une des cibles privilégiées, avec les millions de personnes qui vont venir, et malgré les forces de sécurité qui devraient se déployer à ce moment-là. Yann Saint-Pierre, sur les JO, bien sûr, ça concerne aussi l'Allemagne, parce que j'imagine qu'il y a un certain nombre d'Allemands qui vont venir en France pour ces JO. Mais on a beaucoup évoqué ce rôle sur les réseaux sociaux. On voit effectivement qu'il utilisait les réseaux sociaux pour se mettre en contact avec d'autres djihadistes. Est-ce qu'ils permettent de créer une sorte de réseau européen de djihadistes ? Pas seulement un réseau européen, un réseau mondial. Je prends l'exemple de l'attentat de Christchurch. Je comprends que c'est un attentat d'extrême droite, mais il a été inspiré de la part de mes compatriotes, Alexandre Bissonnette à Québec, dont l'attentat était inscrit sur son arme. Il a reçu du financement d'Autriche. On a affaire à une globalisation aujourd'hui, à une globalisation des appuis, des ressources. Et donc, il y en est de même pour la sphère djihadiste ou islamiste, où l'ensemble des appuis peuvent provenir de divers pays, particulièrement au niveau digital. Par contre, au niveau physique, ça devient un peu plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas, mais au niveau physique, ça devient plus compliqué en France ou en Allemagne. Mais en général, d'obtenir un appui d'un réseau, c'est pas à exclure. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas l'expression loup solitaire, parce que oui, même si l'attaquant agit seul, s'il commet son attaque seul,
il ne faut absolument pas exclure un possible réseautage au niveau digital. Et à partir de ce moment-là, on parle d'un appui communautaire, même si celui-là n'est pas nécessairement physique, mais il est néanmoins très présent avec une certaine efficacité. J'aimerais ajouter par rapport à ça, on parle du profil psychiatrique, du phénomène de radicalisation. Nous, on apprécie, moi je préfère plutôt l'approche comme une forme de dépendance en ce qui a trait de la radicalisation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des rechutes. Et on ne sait pas jusqu'à quel point les tendances qui ont motivé un passage à la violence ou pas, ou ce que, comme disait M. Nasser, avec une forme de désengagement. Et donc, à partir de ce moment-là, on a affaire avec une surveillance, un processus à long terme qui n'exclut pas, pareil comme un alcoolique ou quelqu'un qui est dépendant de drogue, d'une possible rechute, que ce soit dans 2 mois, dans 2 ans ou dans 20 ans. Et donc, tout ça mis ensemble, on se retrouve dans une situation où, si cette personne-là entretient toujours certains contacts dans son milieu, les possibilités d'un passage à l'acte ou d'une rechute, si on parle d'une possible déradicalisation, demeurent très présentes. Wassim, là-dessus ouais. Donc oui, effectivement. On peut être un vrai repenti, enfin, ça existe. Si, bien sûr que ça existe. Il y a même des exemples français où ça existe, c'est de la matière humaine. Donc le chemin inverse, il est possible. Mais ça revient à la personne elle-même de décider. Il y a des exemples français, sans les citer, des gens qui ont été incarcérés, qui ont fait l'Afghanistan, incarcérés à Guantanamo, et qui ont changé complètement, et qui font aujourd'hui partie de l'effort, justement, pour empêcher les plus jeunes de commettre des attentats. Je pense à Mourad Ben Chaldali, à Nizar Sassi, et il y en a d'autres. Donc c'est de la matière humaine. Donc le chemin inverse est tout à fait possible. Mais encore une fois, aujourd'hui, les soutiens ne sont pas forcément matériels. Qu'est-ce qui manque, par exemple, aujourd'hui, à l'État islamique à commettre une attaque projetée, comme on dit, donc comme celle du 13 novembre, qui reste une exception. Qu'est-ce qui lui empêche de faire ça? C'est ni la volonté politique, ni les moyens, parce que ça coûte pas cher, c'est le facteur humain. Donc le facteur humain, c'est les djihadistes européens, aguerris au combat en Syrie ou en théâtre de guerre, capables de revenir taper dans leur propre pays. Ils sont où? Ils sont morts ou dans les prisons kurdes, ou quelques-uns dans la zone d'Idlib sous cloche par un groupe qui s'appelle HTS. Donc j'y étais moi même en mai dernier. Et donc ça, c'est le cœur du problème aujourd'hui. C'est ça aussi, gérer les ressortissants européens, qui soient combattants, ou femmes et enfants, il y en a beaucoup qui ont été rapatriés, mais d'autres qui sont toujours sur zone. Et ça, c'est un facteur très important et qui pourrait causer une problématique, que ce soit politique ou sécuritaire, beaucoup plus grande et importante que les passages à l'acte individuel qui, malgré l'effroi que ça provoque dans la société, ça reste des attaques qu'on peut qualifier de baisse intensité avec 1 mort ou 2 morts ou 3 morts. Mais quel est... Allez-y. Pardon, je voudrais compléter, si je puis me permettre, ce que disait Wassim, c'est qu'effectivement, il y a les possibilités de djihadistes qui reviennent de la zone Irak-Syrie essentiellement, mais il y a aussi une autre menace dont on parle de plus en plus, ce sont les djihadistes qui ont été incarcérés, alors sans rapport avec Daesh, mais qui ont été déjà incarcérés il y a 15, 20 ou 25 ans et qui terminent leur peine, qui sortent déjà depuis quelques années à raison... bon an, mal an, j'allais dire, pardon de cette expression, de 70 à 80 personnes par an. Mais vous voyez que sur plusieurs années, puisque ça remonte déjà, leur sortie remonte à 3, 4, 5 ans et que ça va continuer, ça risque de devenir aussi un levier extraordinaire et potentiellement et malheureusement et dangereusement efficace pour effectivement une organisation qui a décidé de lancer un projet beaucoup plus massif que ce qu'on a vu et ce qui est déjà terrible hier. C'est pour ça qu'il faut rappeler que c'est le premier récidive en France et le 2e en Europe. Alors que donc la ça veut France dire c'est peu. Et les autres, et que la France et les autres pays européens ont quand même envoyé des contingents assez importants sur des zones de conflit. Et dans les prisons françaises, il y a quand même des centaines de condamnés pour des affaires de terrorisme. Donc pour le moment, on n'a pas assez de recul pour dire qu'il y a une tendance, parce que pour calculer le risque, il faut calculer le taux de récidive. Et pour le moment, on n'a qu'un récidive en France, encore une fois, et 2 en Europe. Mais alors, ça veut dire quel est le niveau de la menace terroriste, Éric Bothorel, en France? Si on fait un point. Là, j'ai vu que depuis 2012, les attaques islamistes ont fait 300 morts en France. Bon, ça, c'est selon le Figaro. Je ne sais pas si c'est votre chiffre. Donc, malgré les revers de l'État islamique, etc., on voit que cette idéologie, tout de même, elle perdure. Est-ce que la menace est élevée? La menace est élevée. Je vais répondre à votre question, mais je voudrais juste m'inscrire dans le débat de la question précédente pour dire qu'il ne faut pas désespérer, qu'il y ait des gens qui puissent se désengager, si on parle du principe de l'engagement.
Après tout, le stade ultime, c'est celui de préférer la mort à la vie quand on est un candidat au shahid chez les uns, chez les autres. Et donc, imaginez que dans un processus au contact du milieu carcéral, l'accompagnement médico-social, il puisse y avoir un retour, une forme de raison qui nous habite tous, et qu'on puisse pratiquer l'islam de façon pieuse, sans pour autant rêver qu'il faille installer la charia en France ou se faire sauter au milieu d'un bar. Moi, je pense que c'est possible, enfin, sinon on s'est désespéré d'espèces humaines. Sur la menace, écoutez, Europol a sorti sa publication en juin 2023. Elle reste bien évidemment extrêmement élevée. C'est pour ça que nous avons rehaussé le niveau alerte attentat pour la France. Nous sommes un pays parmi les plus ciblés par les actions terroristes. Et bien évidemment, on se prépare à cela. D'une façon ou d'une autre. Donc l'état de la menace, ça n'est pas parce que le califat, dans sa forme de présence géographique en zone, a été détruit. On le voit, ces tumeurs sont présentes sur de multiples continents. L'autre franchise fonctionne plutôt pas mal, Al-Qaïda. Et puis, avec l'actualité internationale et le basculement géopolitique que l'on a, ou en tout cas les bousculements géopolitiques qui existent, eh bien, on a de toute façon de quoi faire battre un petit peu de l'espoir de ces gens-là. Et donc, le truc est toujours vivace, le truc est toujours vivant. Juste un chiffre à rajouter à ce qui a été dit. C'est la première fois qu'il y a récidive en France. Selon le ministère de l'Intérieur, tout de même, il y a eu 3 projets en 2023, 3 projets d'attentats qui ont été déjoués. Alors on ne sait pas par qui. Est-ce que c'est par des terroristes qui ont purgé leur peine et qui sont sortis? Ça, je n'en sais rien. Enfin, selon le ministre de l'Intérieur, il y a quand même eu 3 projets d'attentats qui ont été déjoués rien que depuis le début de cette année. 47 depuis 2017. 47 depuis 2017. Mais on peut faire mieux, forcément. D'où le débat politique qui s'ouvre au-delà de ce qu'a demandé Gérard Darmanin en matière médicale. Il y a encore une fois cette proposition qui émane et qui a été une nouvelle fois exprimée hier par Jordan Bardella, le patron du Rassemblement national, mais qui est de façon régulière mise sur la table depuis des années. C'est le renforcement de la loi de 2008 qui permet, selon des conditions extrêmement drastiques, des mesures de rétention de sûreté. Et ce qui permet, je fais très vite, encore une fois, pour des cas notamment de terrorisme ou d'agression sexuelle, pour des peines qui ont déjà été faites, c'est en cas de récidive pour des peines qui sont d'au moins 15 années, de mettre, attention, en prison avant que la récidive n'ait lieu. D'où la possibilité de mettre en prison, oui c'est ça, avant qu'une éventuelle récidive ait lieu. Donc ce serait aller à l'encontre d'un des principes fondamentaux de nos libertés publiques, c'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il y ait un pass de la présomption d'innocence. Encore une fois, ça existe, cette rétention de sûreté, mais M. Bardella demande à ce qu'elle soit plus souple. Et dans les différentes écritures qu'on tentait de l'assouplir, le Conseil constitutionnel les a cassées systématiquement. Jusqu'à présent. Donc ça veut dire qu'en France, on ne pourrait pas la mettre en place véritablement, cette mesure? Non, mais déjà la loi de 2017 est très dure, de 1. Et de 2, dans le projet d'attentat, il y a attentat et attentat. Donc encore une fois, le 13 novembre, c'était une exception. Et comme, suivant les dernières lois antiterroristes françaises, il suffit d'exprimer une volonté, donc sans que ça soit matérialisé, de commettre un attentat pour être jugé pour association de malfaiteurs terroristes et prendre du ferme. Donc quand on dit il y a autant d'attentats qui ont été déjoués, il faut voir après ce qu'il y a dans le panier. Quel type d'attentat? C'est ça qui est aussi important. Que je sache, le dernier attentat qui aurait pu être d'ampleur, c'est celui de Kermiche. Qui a été déjoué, il y a vraiment un groupe, fabrication d'ATP, etc., et qui a été déjoué à temps. Mais après, bon, il faut être dans le détail, en fait. Il faut être dans le détail, mais justement, en reprenant le cas particulier qui s'est passé samedi, s'il y avait des mesures, justement, de sûreté mises en place, de rétention de sûreté, ça aurait pu s'appliquer. Non, mais tout le monde aurait souhaité que samedi n'arrive pas. Donc tout le monde est à la recherche du temps qui nous permet de... Tel que la loi existe aujourd'hui, c'était impossible. Oui. Tel que la loi existe aujourd'hui, encore une fois, cette loi de 2008 qui prévoit de la rétention de sûreté, c'était impossible puisque pardonnez-moi, le terroriste présumé n'avait été condamné qu'à 5 ans, dont 4 beaucoup plus forte. Il faut une condamnation au minimum de 15 ans. Mais surtout qu'il a été aussi considéré comme, entre guillemets, guéri et hors circuit.
Donc même si la loi existait, s'il était considéré et jugé apte à sortir, ce qui était le cas, ça ne serait pas appliqué non plus. Ça ne serait pas appliqué. Je vous laisse partir, Jeannie Kalim. Merci. Vous devez Excusez-moi. nous quitter un peu avant l'émission. Oui, je vous fais réagir, Yann Saint-Pierre. Allez-y. Oui, en fait, je fais l'équivalence avec l'Allemagne qui elle-même a ce type de loi-là. Au cours de l'année 2023, on a vu son application, en fait, à des militants écologistes, particulièrement dans le Land de Bavière, où, pour empêcher que les militants écologistes perturbent la circulation dans diverses villes, ils ont utilisé cette loi antiterroriste-là qui a été implémentée après 2017. Et donc, ça permet aux autorités une détention préventive d'un possible terroriste ou de quelqu'un qui perturberait la paix publique pour 30 jours, avec de possibles extensions selon les besoins de 2 à 3 à 6 mois. Et donc, il y a des précédents européens, certainement. Il y a des modèles européens, peut-être vers lesquels la France pourrait se tourner. Cependant, comme les autres membres du panel le mentionnent, il y a des restrictions très particulières. Ça doit être justifié. Et souvent, ces justifications-là, bien, d'une part, il y a des bons avocats, des bons procureurs qui permettent de les trouver. Et d'autre part, il y a une volonté politique aussi dans certains endroits où l'application de ces lois-là fait en sorte que ça devient possible. Mais encore une fois, ça dépend beaucoup du milieu, du contexte culturel et politique qui favorise l'application de ce type de loi. On va écouter, justement, puisqu'on parlait de l'impact politique et on en parlait il y a un instant, on va écouter Jordan Bardella. Je pense que ces débats sont des débats de diversion. Voilà. Le sujet, ça n'est pas la psychiatrie. Le sujet, c'est l'islam radical. Voilà. Et je pense qu'il est extrêmement dangereux de détourner le débat et de créer une polémique dans la polémique. Parce qu'à la question « ce type était-il déséquilibré ?», je pense que pour prendre un couteau, une kalachnikov et abattre des gens dans la rue, il faut par principe être déséquilibré. Donc de ce point de vue-là, tous les terroristes sont déséquilibrés. Mais encore une fois, il y a une motivation politique, une motivation idéologique, qui pour le coup ne vient pas de l'environnement familial, puisque ça a été rappelé, et ça a été rappelé ce matin sur votre antenne, la maman du terroriste avait signalé à plusieurs reprises les dérives de son fils. Mais le ministre de l'Intérieur ne peut pas en permanence se défausser de ses responsabilités. C'est sûr que tout ce contexte va peser sur les élections européennes qui ont lieu quand même dans 8 mois. On voit tout de même qu'il y a un vrai débat politique, Wassim. Comment clairement on peut faire mieux ? Évidemment qu'il y a un débat politique et chacun est dans son rôle, j'ai envie de dire. Et faire mieux, c'est justement faire le bon diagnostic et essayer de sensibiliser les sociétés concernées, donc en l'occurrence françaises, européennes et les démocraties occidentales en général, que c'est un risque qui existe, que la résilience est une nécessité, même si le mot est galvaudé. Donc vous dites résilience. Et que, encore une fois, non, mais tout ne se vaut pas. C'est le 13 novembre, c'est une exception. Le 11 septembre, c'est une exception. Si à chaque fois, la société et les politiques réagissent de la même manière quand il y a un coup de couteau et quand il y a plus de 100 morts dans un attentat, on ne s'en sort pas. Parce qu'à ce moment-là, tous les groupes vont opter pour le mode opératoire qui coûte le moins cher et qui va passer sous les radars. Donc armes blanches, coup de couteau, très peu de morts, mais même effet politique. Oui, mais de nombreux attentats sont déjoués, vous l'avez dit vous-même. Donc il y a des moments où effectivement ça fonctionne. Exactement. Donc c'est les services de renseignement qu'il faut encore muscler. Oui, je pense, probablement musclé, mais nous n'avons cessé de le faire depuis 6 ans maintenant. Moi, je suis responsabilité depuis 6 ans en tant que parlementaire. On a un gros travail à faire sur le champ de l'éducation. On parle ce soir, évidemment, du sujet de l'engagement ou du chemin de la radicalisation, parce qu'on est au lendemain de l'attentat, mais on sait qu'on est face à d'autres problèmes par rapport à la façon dont on va avoir de l'emprise sur la crédulité des générations qui se succèdent. Moi, je ne peux pas rester insensible à l'idée qu'une partie de la population américaine pense que la Terre est plate, qu'une autre vient d'être séduite par la pseudo-lettre d'Oussama Ben Laden. Donc on a un sujet sur l'éducation, sur le libre arbitre, sur l'autocritique, qui me paraît tout à fait essentiel dans un moment où en fait le monde informationnel ne connaît plus de frontières. Ce qui est intéressant, c'est que ce terroriste, lui, était quand même bien éduqué. Il avait eu un bac S, il faisait des études secondaires. Enfin, voilà. Oui, comme quoi, c'est pas suffisant. Donc l'éducation, c'est quelle éducation pour ce type de profil? Mais de la même manière qu'il n'y a pas un seul profil de radicalisé entre, encore une fois, ceux qui islamisent leur radicalité, ceux qui radicalisent leur islam. Les parcours sont tout différents. Celui qui a agi hier est à 100 lieues du parcours d'Abdelaziz Abaoud. On ne pourra jamais les comparer. Ils ont probablement une histoire qui leur est propre. Et il y a dans chacune de leur histoire des ressorts qui ont participé qu'à un moment donné, ils se retrouvent disponibles, disposés et engagés derrière cette idéologie meurtrière et barbare.
Un mot, Yann Saint-Pierre. Oui, ça doit passer par l'éducation, c'est ce que dit Éric Bothorel. Ou est-ce qu'il faut une démarche sécuritaire peut-être aussi un peu différente? C'est de complémenter des ressources. On parle de ratage psychiatrique, de ratage des services de renseignement, mais en bout de ligne, M. Nassar l'a mentionné, on a affaire avec l'être humain. Et donc, une personne qui est prone à faire des erreurs ou qui peut avoir une certaine arrogance, une certaine incompétence, il y a une multitude de facteurs qui font en sorte que soudainement, il y a aussi une bureaucratie qui créer des conditions parfois où l'efficacité est moindre. Et donc, par exemple, pour moi, la question principale, c'est qu'est-ce qui s'est passé après que la mère de l'attaquant ait avisé les autorités? Est-ce qu'il y a un processus en place pour dire, bon, comment est-ce que cette information-là, elle a été gérée, elle a été filtrée, elle a été analysée, évaluée? Et donc, encore une fois, on retombe toujours sur l'aspect humain. Par moment, il y a de la malchance, mais ce n'est pas seulement une question d'éducation, c'est une question de standards, c'est une question de ressources aussi, parce que on parle de la menace islamiste, mais encore une fois, on a affaire à un ensemble, à une vague extrémiste très forte en Europe, en Amérique du Nord, qui par moment, va vraiment faire en sorte que les forces de sécurité vont être dépassées par ce qui se produit. Et donc, on reste dans le domaine des ressources et de l'application et de l'utilisation appropriée de ces ressources-là. Éric Bothorel, alors à 8 mois des JO de Paris, est-ce que la France est prête? 30 000 policiers et gendarmes, on en est là, c'est ça pour l'instant, hein? Oui, plus des forces de sécurité privées qui vont être engagées sur le terrain des Jeux Olympiques. Écoutez, on sort d'une séquence où on a organisé la Coupe du Monde de rugby, on a organisé la réception du roi d'Angleterre, c'était rappelé par le ministre de l'Intérieur. Alors le contexte est un peu différent, effectivement. On parlait du contexte au Proche-Orient qui attise plus l'inquiétude. Bon. Oui, je ne peux pas me projeter de ce que sera le contexte international dans quelques mois, mais manifestement... Mais 30 000 policiers et gendarmes, ça vous paraît ce qu'il faut? Ben, il n'y a pas que ce dispositif-là qui va être mobilisé, bien évidemment, que les services de renseignement et la façon dont on va travailler les potentiels candidats à tel ou tel type d'action, parce qu'ils sont de plusieurs natures. On parle, bien évidemment, ce soir, nous sommes lundi, 2 jours après un attentat d'islam radical et terroriste. Il y a d'autres types de menaces qui pèsent sur le déroulement des Jeux Olympiques, alors pas forcément avec les mêmes recherches d'impact, en tout cas sur la volonté de nuire à telle ou telle personne ou telle catégorie de population. Mais nous allons tout mobiliser pour faire en sorte que ces Jeux soient des Jeux qui se passent en sécurité. Puisque vous parlez de Jeux Olympiques, vous savez, on ne peut pas ignorer que Munich, oui, ça avait été déjà un moment pour certains de vouloir s'illustrer tristement et de manière atroce. Donc on a cette trace-là en nous. On sait bien que ça peut être un rendez-vous. Mais soyons très clairs, aujourd'hui, compte tenu de l'état de la menace, vous savez, ils ne vont pas choisir la date pour nous faire plaisir, ils ne vont pas choisir la date pour avoir le plus d'impact, pas forcément. Mais c'est 15 millions de personnes qui doivent venir à Paris. Aujourd'hui, la capacité de sidérer un pays, elle est le fait de quelqu'un qui se balade dans les rues de Paris avec un marteau et un couteau, et ça suffit. Je ne suis pas sûr qu'ils cherchent absolument à vouloir avoir des opérations projetées, élaborées, pour nous faire des impacts très forts, parce qu'ils savent aujourd'hui qu'ils peuvent nous toucher au plus profond. La preuve, c'est qu'on va encore en parler longtemps, qu'on se prépare au prochain, parce qu'en vérité, ils ne vont pas désarmer, ils vont chercher de nouveau à nuire, et probablement pas au moment où on l'aura choisi. Bien sûr. Est-ce que sur les réseaux sociaux et sur... Oui, je vous laisse... Est-ce que, Wassim, il y a quand même une lutte aussi, quelque chose à faire du côté des réseaux sociaux, justement? Bon, je pense que l'époque a complètement changé, en fait. Ça veut dire ce qui se faisait publiquement, comme l'a dit M. Bothorel tout à l'heure, les revendications, les expressions d'avis publics et tout, ça existe. C'est vraiment juste pour les vrais sympathisants de djihad qui peuvent trouver ce genre de production, on va dire, aujourd'hui. C'était beaucoup plus ouvert il y a 10 ans. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Mais ça revient à la même chose. Ça veut dire, est-ce que interdire les livres aurait empêché l'idéologie nazie de se propager au début du siècle dernier? Donc Internet, c'est juste un véhicule. Après, qu'est-ce qui est mis là-dedans? Qu'est-ce qui est véhiculé par Internet? Voilà. Donc ceux qui veulent trouver la matière la trouveront quoi qu'il arrive. C'est ça aussi qu'il faut garder en tête. Yann Saint-Pierre. Oui. Oui,
je voulais mentionner, il y a non seulement les Jeux olympiques l'été prochain, mais il y a aussi l'Euro de foot, le championnat européen de football qui aura lieu un mois juste avant les Jeux olympiques. Ça aussi, c'est un grand aimant qui attire beaucoup de foules. C'est à travers l'Allemagne, pays voisin de la France. Il y aura déjà donc, on parle déjà d'un pays qui sera sur le qui-vive pour qui la protection de des 10 villes, des 10 endroits où les matchs auront lieu est une grande priorité. Donc, on parle vraiment d'un contexte européen l'an prochain qui va, du moins au niveau symbolique, au niveau des cibles, sera certainement très faste pour ceux qui sont intéressés à commettre des attentats terroristes. Et donc, non seulement les Jeux olympiques, mais on parle vraiment d'une multitude d'événements européens qui pourraient vraiment créer une situation idéale. Merci beaucoup. Je voudrais les marchés de Noël. Enfin, les marchés de Noël, on peut avoir le focus sur les Jeux olympiques. Il faut se rappeler qu'en 2016, on n'a pas arrêté le tournoi de foot européen, alors que la menace était caractérisée et bien réelle. C'était l'équipe de Bruxelles qui devait le faire. Et ça n'a pas empêché les... Merci Wassim Nasr, merci Yann Saint-Pierre, vous étiez avec nous en direct de Berlin. Merci beaucoup Eric Botorel d'avoir participé à cette émission. Merci bien sûr à Yannick Halimi qui nous a quittés un petit peu avant la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast. À demain.